Bonjour ou bonsoir selon l'heure où vous me regardez. Comment est le temps chez vous ce matin ou ce soir? Et dans quelle ville êtes-vous en ce moment? Ici, dans ce petit village français, le vent souffle, la brume s'épaissit. Parfait pour découvrir l'histoire des sœurs Delmas, la beauté qui tuait les hommes. Dans le crépuscule doré de l'automne 1903, le village de Sainte-Marguerite-des-Brumes semblait suspendu entre deux mondes. Les feuilles rousses tombaient comme des larmes cuivrées sur les pavés humides, et une brume épaisse montait du ruisseau qui traversait la place principale. C'était un de ces villages français où le temps lui-même paraissait hésiter, où chaque pierre murmurait des histoires anciennes, où les ombres s'attardaient plus longtemps qu'ailleurs. Au sommet de la colline, dominant les toits d'ardoise et les cheminées fumantes, se dressait la villa Delmas. Une demeure de pierre blanche aux volets noirs, entourée d'un jardin sauvage où les roses continuaient de fleurir même en novembre, défiant les lois de la nature. Les habitants du village levaient rarement les yeux vers cette maison, pas par manque de curiosité, non, par instinct de survie, car dans cette villa vivaient les 4 sœurs Delmas, et leur beauté était aussi célèbre que terrifiante. Marguerite, l'aînée, possédait des cheveux d'un noir de jais qui cascadaient jusqu'à sa taille fine. Ses yeux gris avaient la profondeur d'un ciel d'orage, et quand elle souriait, les hommes oubliaient leur propre nom. Céleste, la deuxième, était blonde comme les blés en été, avec une peau de porcelaine et des lèvres d'un rouge naturel qui faisait penser aux cerises mûres. Ses yeux verts brillaient d'une intelligence dangereuse. Puis venait Violette, rousse comme un coucher de soleil, la peau criblée de taches de rousseur dorée qui lui donnaient un air d'éternelle jeunesse. Sa voix, disait-on, pouvait charmer les oiseaux des arbres et faire pleurer les pierres. Et enfin Aurore, la benjamine, brune aux reflets auburn, avec des yeux noisettes qui changèrent de couleur selon la lumière. À 22 ans, elle était la plus mystérieuse des 4. Leur mère, Madame Delmas, était morte 10 ans plus tôt, dans des circonstances que personne n'osait vraiment questionner. Leur père, un médecin respecté, avait suivi peu après, emporté, disait-on, par le chagrin. Depuis, les sœurs vivaient seules dans cette villa, entretenant le jardin, recevant occasionnellement des visiteurs et alimentant les ragots du village simplement par leur existence. Ce soir d'octobre, alors que les cloches de l'église sonnaient l'Angélus, un étranger arriva à Sainte-Marguerite-des-Brumes. Il s'appelait Édouard Mercier, un journaliste parisien de 28 ans, aux cheveux châtains soigneusement peignés et aux yeux d'un bleu perçant derrière ses lunettes rondes. Il portait un costume de voyage élégant et une valise en cuir patiné qui témoignait de nombreux voyages. Édouard descendit du train régional avec la confiance d'un homme habitué aux grandes villes, ignorant totalement les regards inquiets que lui lancèrent les villageois sur le quai. Il se dirigea vers l'unique auberge du village, la Cloche d'Argent, où Madame Fournier, la tenancière, l'accueillit avec une politesse teintée d'appréhension. « Je cherche à loger quelques semaines », annonça Édouard en posant sa valise sur le comptoir usé. « Je suis journaliste pour Le Figaro, et j'écris une série d'articles sur les villages pittoresques de France. » Madame Fournier, une femme corpulente d'une 50aine d'années aux joues rouges, échangea un regard avec son mari qui fumait sa pipe près de la cheminée. « Quelques semaines? Vous en êtes certain, monsieur? » « Tout à fait. Ce village a l'air fascinant. » Édouard sourit, inconscient du frisson qui parcourut l'échine de son hôtesse. « J'ai entendu parler de certaines légendes locales qui pourraient intéresser mes lecteurs. » Le silence tomba sur la salle commune comme un linceul. Les quelques paysans attablés devant leur vin cessèrent leur conversation. Seul le crépitement du feu dans l'âtre troublait le silence pesant. « Quelle légende ?» demanda finalement M. Fournier, retirant lentement sa pipe de sa bouche. Édouard sortit un carnet de sa poche intérieure et le feuilleta. « J'ai recueilli des témoignages à Paris, des histoires de disparitions mystérieuses. 8 hommes en 10 ans, tous venus visiter ce village, tous évaporés sans laisser de traces. » Il releva les yeux, son regard brillant de curiosité professionnelle. « On m'a également parlé de 4 sœurs d'une beauté extraordinaire. » Un verre se brisa quelque part dans la salle. Une servante venait de le laisser tomber, les mains tremblantes. « Vous feriez mieux de repartir par le train de demain matin, » murmura Madame Fournier en lui tendant néanmoins une clé. « Chambre numéro 3, au 2e étage. Mais je vous en prie, monsieur, n'allez pas à la villa Delmas. » Édouard prit la clé avec un sourire amusé. « Vous ne croyez tout de même pas à ces superstitions? Nous sommes au XXe siècle, madame, l'âge de la raison et du progrès. » Cette nuit-là, dans sa chambre aux poutres apparentes,
Édouard ne put trouver le sommeil. Par la fenêtre, il apercevait la villa Delmas illuminée sur la colline, ses fenêtres brillant comme des yeux dans l'obscurité. Une mélodie flottait dans l'air nocturne, si faible qu'il n'était pas certain de vraiment l'entendre. Un chant de femme, mélancolique et envoûtant. Il se leva, s'approcha de la fenêtre. La lune pleine baignait le village d'une lumière argentée. Et là, dans le jardin de la villa, il crut distinguer une silhouette féminine en robe blanche qui se promenait entre les rosiers. Elle leva soudain la tête vers lui, comme si elle sentait son regard à travers la distance et l'obscurité. Édouard recula instinctivement, le cœur battant. Quand il osa regarder à nouveau, la silhouette avait disparu. Seules les roses continuaient de se balancer doucement dans la brise nocturne, leurs pétales pâles semblant phosphorescents sous la lune. Le lendemain matin, contre tous les avertissements, Édouard décida de monter à la villa Delmas. Il enfila son meilleur costume, se parfuma discrètement et prit le chemin pavé qui serpentait vers la colline. Les feuilles mortes craquaient sous ses pas, et les corbeaux dans les arbres le suivaient de leurs regards noirs et brillants. La grille en fer forgé de la villa était entr'ouverte, comme si on l'attendait. Le jardin était encore plus impressionnant de près. Des roses de toutes les couleurs imaginables, des glycines qui grimpaient le long des murs, des statues de marbre moussu représentant des anges aux expressions étrangement mélancoliques. L'air sentait le jasmin et quelque chose d'autre, une odeur sucrée qu'il ne parvenait pas à identifier. Il frappa à la porte massive en chêne sculpté, 3 coups qui résonnèrent comme un glas. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis la porte s'ouvrit lentement, révélant une jeune femme d'une beauté à couper le souffle. C'était Aurore, la benjamine, vêtue d'une robe de velours bordeaux qui accentuait sa silhouette élancée. Ses cheveux bruns tombaient en boucles souples sur ses épaules et ses yeux noisettes le scrutèrent avec une intensité troublante. Oui, sa voix était douce, presque musicale. Édouard se ressaisit, retirant son chapeau. « Bonjour, mademoiselle. Je suis Édouard Mercier, journaliste. Je me demandais si vous et vos sœurs accepteriez de m'accorder une interview pour mon article sur le village. » Un sourire énigmatique étira les lèvres d'Aurore, un journaliste. Comme c'est intéressant. Elle s'écarta de la porte. « Entrez, monsieur Mercier. Mes sœurs seront ravies de faire votre connaissance. » L'intérieur de la villa Delmas était aussi fascinant que déconcertant. Le hall d'entrée s'ouvrait sur un escalier de marbre aux rampes sculptées, et les murs étaient couverts de tableaux aux cadres dorés. Mais c'étaient des portraits étranges, des hommes au regard vide, figés dans des poses rigides, tous peints avec un réalisme troublant. Édouard compta rapidement. 8 portraits, exactement 8. Notre père était un collectionneur passionné, expliqua Aurore en remarquant son regard. Ces hommes étaient ses patients. Quelque chose dans sa façon de prononcer le mot « patient » fit frissonner Édouard, mais il suivit la jeune femme dans un salon luxueux. Des fauteuils de velours rouge entouraient une cheminée où crépitait un feu joyeux. Des rideaux de soie masquaient les fenêtres, plongeant la pièce dans une pénombre dorée. Sur un piano à queue, des partitions étaient ouvertes sur un morceau de Chopin. « Mes sœurs vont nous rejoindre », dit Aurore en lui indiquant un fauteuil. « Puis-je vous offrir du thé, ou peut-être un verre de notre vin de Sureau maison ?»« Du thé serait parfait, merci. » Pendant qu'Aurore s'affairait avec un service à thé en porcelaine de Limoges, Édouard sortit son carnet et son crayon. Il observait discrètement la jeune femme, notant mentalement chaque détail. Sa grâce naturelle, la façon dont ses doigts fins manipulaient la théière, le parfum de violette qui émanait d'elle. La porte du salon s'ouvrit et les 3 autres sœurs entrèrent simultanément, comme si elles avaient été convoquées par un signal invisible. Édouard se leva instinctivement et pendant un instant, il oublia de respirer. Marguerite avançait la première, sa chevelure noire tressée en une couronne élaborée, vêtue d'une robe noire qui aurait dû la faire paraître en deuil, mais qui, au contraire, accentuait la pâleur laiteuse de sa peau. Céleste la suivait, resplendissante dans une robe bleue qui faisait écho à ses yeux verts, un contraste qui semblait défier les lois de la nature. Violette fermait la marche, une apparition flamboyante en robe dorée, ses cheveux roux cascadant librement sur ses épaules. « Monsieur Mercier !» ronronna Marguerite avec un sourire qui révélait des dents d'une blancheur parfaite. « Quelle charmante surprise! Nous recevons si peu de visiteurs. »« Surtout des journalistes de Paris », ajouta Céleste en s'installant avec une élégance féline sur le canapé.
Vous devez être très courageux ou très curieux. Violette rit doucement, un son cristallin qui fit vibrer les verres sur le plateau. Ou peut-être qu'il n'a pas entendu les avertissements. J'ai entendu beaucoup de choses, répondit Édouard en retrouvant sa voix. C'est précisément pourquoi je suis ici. Les légendes qui entourent votre famille et ce village. Elles méritent d'être explorées. Aurore lui tendit une tasse de thé fumant. Leurs doigts se frôlèrent brièvement et Édouard sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. Les yeux d'Aurore brillèrent d'amusement. Des légendes, répéta Marguerite en croisant gracieusement ses jambes. Quel mot fascinant. Dites-nous, monsieur Mercier, que raconte-t-on exactement sur nous à Paris? Édouard ouvrit son carnet, essayant de maintenir une apparence professionnelle malgré le trouble qui l'envahissait. L'atmosphère de la pièce semblait s'épaissir, devenir presque tangible. Le thé avait un goût étrange, délicieux mais inhabituel, avec des notes florales qu'il ne reconnaissait pas. « On parle de disparition, » dit-il prudemment. 8 hommes en 10 ans. Tous venus dans ce village, tous ayant été vus pour la dernière fois dans les environs de votre villa. Le silence qui suivit était si dense qu'Édouard pouvait entendre le tic-tac d'une horloge quelque part dans la maison. Les 4 sœurs échangèrent des regards, une communication silencieuse qui le mit profondément mal à l'aise. « C'est vrai que nous avons eu quelques prétendants, » admit finalement Céleste, « des hommes qui venaient nous courtiser. Mais ils sont tous repartis, monsieur Mercier. Simplement, ils ont choisi de ne pas dire au revoir au village. Certains hommes fuient les responsabilités, » ajouta Violette avec un sourire énigmatique. « L'amour peut être effrayant, n'est-ce pas? » « Mais 8 hommes ?» insista Édouard. « 8 disparitions en 10 ans. C'est une coïncidence troublante. » Marguerite se leva avec une grâce reptilienne et s'approcha de lui. Elle se pencha légèrement, et son parfum de jasmin et de quelque chose de plus sombre, presque animal, envahit les narines d'Édouard. « Dites-moi, monsieur le journaliste, avez-vous peur de nous ?» Son regard gris le transperça. Édouard voulut répondre non, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car oui, il avait peur. Une peur primitive, instinctive, qui lui hurlait de fuir cette maison immédiatement. Mais il y avait autre chose, une fascination qui rivalisait avec sa peur. Une attraction magnétique qui le clouait sur son fauteuil. « Je ne crois pas aux superstitions », dit-il finalement, sa voix légèrement tremblante trahissant son mensonge. Aurore vint s'asseoir sur l'accoudoir de son fauteuil, si proche qu'il pouvait sentir la chaleur de son corps. « Vraiment? Alors vous ne croyez pas que la beauté peut être dangereuse? Que certaines choses dans ce monde échappent à la raison ?» Les jours suivants devinrent un brouillard étrange pour Édouard, qu'il retournait chaque après-midi à la Villa Delmas, prétextant des interviews pour son article. Mais il écrivait de moins en moins et observait de plus en plus. Les sœurs le recevaient avec une hospitalité envoûtante, lui servant des thés aux saveurs exotiques, des pâtisseries qui fondaient sur la langue, des vins qui faisaient tourner la tête. Elles lui racontaient des histoires de leur enfance, des anecdotes sur leur père médecin qui pratiquait des expériences botaniques dans le jardin. Elle jouait du piano pour lui, chantait des mélodies anciennes, récitait de la poésie. Chaque sœur semblait se spécialiser dans un art différent de la séduction. Marguerite discutait philosophie et littérature, le captivant par son intelligence acérée. Céleste parlait de science et de médecine, révélant des connaissances surprenantes pour une femme de son époque. Violette chantait pour lui, sa voix résonnant dans les pièces de la villa comme une incantation. Et Aurore le regardait simplement, avec ses yeux changeants qui semblaient lire jusqu'au plus profond de son âme. Un soir, alors qu'il rentrait à l'auberge dans un état second, Édouard croisa le père Augustin, le curé du village. Le vieil homme l'attrapa par le bras avec une force surprenante. « Vous devez partir, mon fils, » murmura-t-il d'une voix urgente, « avant qu'il ne soit trop tard. Ces femmes, elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Édouard, une partie de lui voulant écouter, une autre refusant d'entendre. Le père Augustin regarda autour de lui avec nervosité, comme si les ombres elles-mêmes pouvaient les épier. Leur père, le docteur Delmas, il pratiquait des expériences interdites, des mélanges de botanique et de choses que l'Église préfère ne pas nommer. Il cherchait l'immortalité, la beauté éternelle. Et je crois qu'il a réussi. Mais à quel prix? Vous parlez de sorcellerie? Édouard essaya de rire, mais le son sortit creux. Je parle de survie, monsieur Mercier. Ces femmes ne vieillissent pas. Elles ont le même visage qu'il y a 10 ans, 20 ans peut-être. Et les hommes qui les approchent, ils disparaissent. Leurs essences, leur force vitale, absorbées pour maintenir cette beauté maudite. Édouard se dégagea brusquement. C'est ridicule.
Nous sommes au XXe siècle. Le siècle ne change rien à certaines vérités anciennes, répliqua le prêtre. Puis, plus doucement, regardez-vous dans un miroir, mon fils. Vraiment, regardez-vous. Vous ne voyez pas que vous commencez déjà à dépérir? Cette nuit-là, dans sa chambre d'auberge, Édouard s'examina longuement dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Son visage lui parut plus creusé qu'à son arrivée, ses yeux plus enfoncés, ses mains tremblaient légèrement. Il se dit que c'était la fatigue, le voyage, l'excitation de son enquête, mais au fond de lui, une voix murmurait la vérité qu'il refusait d'accepter. La première semaine de novembre apporta avec elle un froid mordant et une brume encore plus dense. Édouard ne descendait plus prendre ses repas à l'auberge. Les fourniers montaient lui porter des plateaux qu'il trouvait souvent intacts devant sa porte. Le journaliste passait désormais presque toutes ses journées à la Villa Delmas. Le jardin avait changé. Les roses, qui auraient dû être fanées depuis longtemps, continuaient de fleurir avec une vigueur insolente. Mais Édouard remarqua autre chose. Près des raciers, la terre semblait fraîchement retournée à plusieurs endroits, comme si on y avait enterré quelque chose récemment. Des monticules de terre parsemaient le jardin, 8 en tout, disposés selon un motif qui évoquait vaguement une constellation. Notre père cultivait des plantes rares, expliqua Céleste en le surprenant près d'un de ces monticules. Certaines nécessitent des nutriments particuliers. Elle se pencha pour cueillir une rose noire, une variété qu'Édouard n'avait jamais vue auparavant. Les pétales semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. « Tenez, dit-elle en la lui offrant, un cadeau, pour vous rappeler de nous quand vous serez rentré à Paris. » « Hein, qui vous dit que je vais rentrer à Paris ?» Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Céleste sourit, et dans ce sourire, Édouard crut percevoir quelque chose de prédateur. « Tous les hommes finissent par partir, monsieur Mercier, d'une façon ou d'une autre. » Ce soir-là, les sœurs organisèrent un dîner en son honneur. La salle à manger de la villa était somptueuse, éclairée par des dizaines de bougies qui faisaient danser des ombres sur les murs tapissés de soie cramoisie. La table était dressée avec une porcelaine fine et une argenterie qui brillait comme de la glace sous la lumière vacillante. Le repas fut extraordinaire. Un potage aux champignons sauvages, un gibier tendre comme du beurre, des légumes du jardin qui fondaient sur la langue. Et du vin, toujours ce vin de sureau maison, sombre comme du sang, sucré et enivrant. Les 4 sœurs étaient éblouissantes dans leurs robes de soirée. Elles se partagèrent la conversation avec une harmonie parfaite, comme si elles formaient un seul être à 4 corps. Elles riaient à ses histoires, le complimentaient sur son intelligence, effleuraient sa main en lui passant les plats. Mais Édouard remarqua quelque chose d'étrange. Aucune des sœurs ne mangeait vraiment. Elles poussaient la nourriture dans leurs assiettes, portèrent leurs fourchettes à leurs lèvres, mais il ne les vit jamais avaler quoi que ce soit. Elles ne buvaient que le vin par petites gorgées délicates, leurs lèvres rouges laissant des traces sur le cristal. « Vous ne mangez pas ?» demanda-t-il finalement, sa langue légèrement empâtée par le vin. Un silence tomba. Les flammes des bougies vacillèrent, comme soufflées par un vent invisible. « Nous avons un régime particulier, » dit Marguerite après un moment, « pour préserver notre beauté. Vous comprenez, n'est-ce pas, monsieur Mercier? La beauté exige des sacrifices. »« Des sacrifices » répéta Édouard, sa tête tournant légèrement. Quel genre de sacrifice? Violette se leva et s'approcha du phonographe dans un coin de la pièce. Elle remonta le mécanisme et plaça délicatement l'aiguille sur un disque. Une valse mélancolique emplit la salle, un morceau de Strauss que Édouard reconnut vaguement. « Dansez avec moi », murmura Aurore en lui tendant la main. Il se leva, vacillant légèrement. La pièce semblait onduler autour de lui. Les ombres s'étiraient et se rétractaient au rythme de la musique. Aurore l'attira dans ses bras et ils commencèrent à valser entre les meubles. Elle était légère comme l'air, guidant ses pas avec une grâce surnaturelle. Son parfum l'enveloppait, ce mélange de violette et de quelque chose de plus profond, de plus ancien. Ses yeux noisettes se fixèrent dans les siens, et Édouard eut l'impression de tomber dans un puits sans fond. « Vous êtes si différents des autres, » murmura-t-elle, sa bouche dangereusement proche de son oreille. « Les autres venaient pour notre beauté, pour nous posséder. Mais vous voulez comprendre, n'est-ce pas? » « Oui, » souffla Édouard, « je veux comprendre. » « Alors laissez-moi vous montrer quelque chose. » La musique s'arrêta brusquement. Les autres sœurs s'étaient levées et formaient un cercle autour d'eux. Marguerite tenait une clé ancienne, noircie par le temps. « Il y a un endroit dans cette maison, dit-elle lentement,
où nous conservons la vérité. Voulez-vous la voir, monsieur Mercier, la vraie histoire de notre famille? Une voix dans la tête d'Édouard hurlait de refuser, de fuir, de quitter cette maison immédiatement. Mais cette voix était faible, étouffée par le vin et l'enchantement qui l'enveloppait depuis son arrivée. « Oui, dit-il, montrez-moi. » Elles le conduisirent hors de la salle à manger, à travers des couloirs qu'il n'avait jamais explorés. La villa semblait plus grande de l'intérieur que de l'extérieur, comme si elle défait les lois de la géométrie. Les portraits au mur le suivaient du regard. Ces 8 hommes aux expressions vides qui semblaient en vouloir le prévenir de quelque chose. Ils descendirent un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les entrailles de la maison. L'air devenait plus froid, plus humide. Une odeur de terre et de plantes en décomposition montait des profondeurs. Les bougies que portèrent les sœurs projetaient des ombres fantastiques sur les murs de pierre brute. Enfin, ils arrivèrent devant une porte en chêne massif, renforcée de ferrures rouillées. Marguerite inséra la clé dans la serrure. Le mécanisme grinça sinistrement, comme s'il n'avait pas été utilisé depuis longtemps. La porte s'ouvrit sur ce qui ressemblait à un laboratoire d'un autre temps. Des étagères couvertes de bocaux en verre contenant des liquides colorés, des plantes séchées suspendues au plafond, un bureau encombré de carnets et d'instruments médicaux anciens. Mais ce qui attira immédiatement l'attention d'Édouard, ce fut la grande table au centre de la pièce et ce qui était posé dessus, un corps. Ou plutôt, ce qui restait d'un corps. C'était un homme, momifié naturellement, la peau tendue sur les os comme du parchemin. Ses yeux étaient ouverts, 2 cavités noires qui fixaient le plafond. Ses mains étaient crispées, comme s'il avait essayé de se défendre. Et le plus troublant, il portait encore les vestiges d'un costume du début du siècle, déchiré et taché. « Notre père, » dit doucement Céleste, croyait que la beauté pouvait être distillée, extraite, transférée. Marguerite caressa délicatement le crâne momifié. Il nous aimait tellement. Il voulait que nous restions belles pour toujours, que nous ne vieillissions jamais, que nous ne mourions jamais. Il a expérimenté d'abord sur lui-même, continua Violette, mais son corps était trop vieux. Le processus l'a consumé de l'intérieur. Aurore s'approcha d'Édouard qui reculait instinctivement vers la porte. Mais il a réussi avec nous, ses filles. Il nous a transformés, nous a donné un don et une malédiction. Quelle malédiction, murmura Édouard, sa voix à peine audible. Les 4 sœurs se regardèrent et pour la première fois, Édouard vit de la tristesse dans leurs yeux. Une tristesse profonde, ancienne, insupportable. « Nous ne vieillissons pas, » dit Marguerite. « Nous ne tombons pas malades. Nous sommes éternellement belles, éternellement jeunes. Mais cette beauté a un prix. » Céleste ouvrit un des carnets sur le bureau et le tendit à Édouard. Les pages étaient couvertes de l'écriture serrée du docteur Delmas, avec des diagrammes anatomiques et des formules chimiques incompréhensibles. « La formule de notre père utilise une plante rare, » expliqua-t-elle. « Une espèce qu'il a créée lui-même, un hybride monstrueux qui ne peut pousser que nourri par l'essence vitale humaine. » Édouard sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'agrippa au bureau pour ne pas tomber. « Vous voulez dire ?»« Les 8 hommes, » termina Violette à sa place. « Ils ne sont pas partis. Ils sont dans le jardin, ils nourrissent les roses, ils nous maintiennent en vie. » Le silence qui suivit cette révélation était assourdissant. Édouard regardait les 4 sœurs, si belles dans la lumière tremblante des bougies, et voyait maintenant ce qu'il aurait dû voir depuis le début, la beauté sans âme, la perfection sans vie. Elles étaient comme ces roses du jardin, magnifiques mais contre nature, maintenues artificiellement par des moyens interdits. « Vous tuez des hommes », parvint-il à articuler, sa voix brisée. « Vous êtes des meurtrières. »« Non, » dit doucement Aurore, et il y avait des larmes dans ses yeux, de vraies larmes qui coulaient sur ses joues parfaites. « Nous sommes des prisonnières, des victimes de l'amour obsessionnel de notre père. » Marguerite s'assit sur une chaise poussiéreuse, soudain paraissant épuisée malgré sa beauté éternelle. « Quand notre père est mort, nous avons voulu arrêter. Nous avons laissé les roses se faner, espérant que nous mourions avec elles. Mais la douleur, vous ne pouvez pas imaginer. C'était comme si notre sang devenait du feu, comme si notre peau se déchirait de l'intérieur. Nous avons tenu 3 mois, continua Céleste, sa voix tremblante. 3 mois d'agonie. Nous nous desséchions, nous nous ratatinions. Mais nous ne mourions pas. Nous ne pouvions pas mourir. Violette cacha son visage dans ses mains.
ses épaules secouées de sanglots silencieux. Le premier homme, il s'appelait Thomas, un peintre de Lyon. Il est venu peindre le village. Il était gentil, attentionné. Il voulait nous épouser toutes les quatre, disait-il en riant. Il ne comprenait pas que nous n'avions pas le choix. Nous l'avons attiré ici, murmura Aurore, sa voix à peine audible. Nous lui avons donné le thé préparé selon les notes de notre père, le même que nous vous servons depuis votre arrivée, monsieur Mercier. Un mélange qui affaiblit lentement, qui prépare le corps. Édouard porta instinctivement la main à sa gorge. Il pensait à toutes ces tasses de thé parfumé, à ces verres de vin de sureau. Son corps lui semblait soudain étranger, vidé de substance. « Combien de temps ?» demanda-t-il. « Combien de temps me reste-t-il » Marguerite le regarda avec une compassion terrible. « 2 semaines, peut-être 3. Le processus est lent. Chaque jour, vous vous sentez un peu plus faible, un peu plus léger. Vous rêvez de nous. Vous ne pouvez plus penser qu'à revenir ici. Et puis un jour, vous vous endormez dans notre jardin sous les roses, et vous ne vous réveillez jamais. Mais nous ressentons tout, dit Céleste en s'approchant de lui, chaque mort, chaque homme que nous sacrifions. Leur peur, leur confusion, leur douleur finale. Cela s'ajoute à notre propre douleur. Nous portons le poids de 8 âmes, monsieur Mercier, 8 hommes qui nous hantent chaque nuit. Édouard recula jusqu'à ce que son dos touche le mur de pierre froide. Sa tête tournait, son cœur battait trop vite dans sa poitrine creuse. Alors tuez-moi maintenant, ou laissez-moi partir. Je ne dirai rien. Je partirai et je ne reviendrai jamais. Vous ne pouvez pas partir, dit Aurore, et sa voix était pleine de regret. Le thé, il crée une dépendance. Sans lui, vous mourrez de toute façon, mais dans une agonie bien pire. Et votre essence sera perdue, gaspillée. Au moins, de cette façon, votre sacrifice a un but. Un but, cracha Édouard avec amertume. Quel but? Maintenir 4 monstres en vie? Le mot résonna dans le laboratoire souterrain comme une gifle. Les 4 sœurs tressaillirent, et pendant un instant, Édouard vit leur masque de beauté se fissurer. Leurs visages se tordirent de douleur, de honte, de haine de soi. « Oui, » dit finalement Marguerite, sa voix dure comme l'acier. « Des monstres. C'est exactement ce que nous sommes. Notre père nous a transformés en créatures maudites, condamnées à tuer pour survivre, à porter cette beauté comme une prison éternelle. » Elle se leva brusquement et saisit un des bocaux sur l'étagère. Le liquide à l'intérieur brillait d'une lueur verdâtre dans l'obscurité. « Voici l'antidote, le seul. Il annulera les effets du thé, vous rendra votre force. Mais il y a un prix. »« Quel prix ?» demanda Édouard, un faible espoir naissant dans sa poitrine. « Vous devez nous aider, dit Céleste, nous aider à nous libérer de cette malédiction. » Violette s'approcha, son visage baigné de larmes. « Nous sommes fatigués, monsieur Mercier. Fatigués de tuer. Fatigués de vivre dans cette villa-prison. Fatigués d'être belles. Nous voulons mourir. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. » Aurore prit ses mains entre les siennes. Ses doigts étaient glacés, comme si aucun sang ne coulait dans ses veines. « Vous êtes journaliste. Vous cherchez la vérité. Alors voici notre vérité, notre confession. Aidez-nous, et nous vous sauverons. » Édouard regarda tour à tour les 4 visages qui le suppliaient, ces femmes magnifiques qui portaient un fardeau insupportable depuis des années. Il pensa à sa vie à Paris, à sa carrière, à ses rêves. Il pensa aux 8 hommes dans le jardin, leur corps nourrissant des roses maudites. Il pensa à ce qu'il deviendrait s'il restait, et à ce qu'il deviendrait s'il fuyait. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il finalement. Marguerite ouvrit un autre carnet, plus ancien que les autres, aux pages jaunies et fragiles. Notre père a écrit comment nous créer. Mais dans ces derniers jours, rongé par le remords, il a aussi écrit comment nous détruire. C'est complexe, cela nécessite des préparations précises, des ingrédients rares, et quelqu'un qui ne soit pas contaminé par son sérum. Vous devez boire l'antidote maintenant, dit Céleste, puis partir pendant 3 jours pour que votre corps se purifie complètement. Descendez à Marseille, la grande ville la plus proche. Achetez ce dont nous avons besoin. Elle lui tendit une liste écrite d'une main tremblante. Édouard la parcourut rapidement. Des herbes rares, des produits chimiques, des objets étranges comme de l'argent pur et de la terre d'un cimetière consacré. « Et ensuite » demanda-t-il. « Ensuite, dit Aurore, vous reviendrez et vous nous libérerez. Vous mettrez fin à notre existence maudite et vous raconterez notre histoire au monde pour que personne ne commette jamais l'erreur de notre père. Vous voulez que je vous tue ?» dit Édouard, comprenant enfin. « Nous voulons que vous nous délivriez, corrigea Violette. Il y a une différence. » Édouard prit le bocal des mains de Marguerite,
Le liquide à l'intérieur ondulait comme s'il était vivant, projetant des reflets étranges sur les murs du laboratoire. Il pensa à tous les choix qu'il avait menés à ce moment, sa curiosité, son ambition, son arrogance de croire qu'il pouvait percer les mystères de ce village sans conséquence. « Si je fais cela, dit-il lentement, si je vous aide, comment saurais-je que vous ne mentez pas? Que ce n'est pas simplement une autre manipulation ?» Les 4 sœurs échangèrent un regard, puis Marguerite défit lentement le col de sa robe. Sur sa peau pâle, juste au-dessus de son cœur, il y avait une marque, une cicatrice en forme de rose noire qui semblait bouger et palpiter sous sa peau, comme si quelque chose vivait dessous. « Nous sommes marqués, » dit-elle. « Marqués par ce qu'il nous a fait. Nous ressentons les roses dans le jardin, comme si elles faisaient partie de notre corps. Quand elles fleurissent, nous sommes fortes. Quand elles se fanent, nous souffrons. Nous sommes liés à elles, et elles sont nourries par la mort. C'est un cycle infernal dont nous ne pouvons nous échapper. » Les autres sœurs révélèrent leurs propres marques, identiques, toutes palpitant doucement dans la lumière des bougies. C'était la preuve la plus horrible de leur malédiction, la manifestation physique de l'expérience monstrueuse de leur père. Édouard dévissa le bocal. L'odeur qui s'en échappait était âcre, médicinale, avec des notes de menthe et quelque chose d'amer. « Si je bois ceci et que vous mentez, alors vous mourrez libre, » dit Aurore simplement. « N'est-ce pas préférable à mourir esclave ?» Il porta le bocal à ses lèvres et but. Le liquide brûlait sa gorge comme de l'acide, se répandant dans son estomac comme du feu liquide. Il toussa, cracha, ses yeux se remplirent de larmes. La douleur était intolérable, comme si son sang lui-même bouillait dans ses veines. Il s'effondra sur le sol, convulsant. Les sœurs l'entourèrent, le maintenant doucement pendant que son corps se purgeait du poison qu'il avait accumulé. Il vomit un liquide noir et visqueux. Il transpira jusqu'à ce que ses vêtements soient trempés. Il hurla jusqu'à ce que sa voix se brise. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la douleur cessa. Édouard resta allongé sur le sol froid, haletant. Mais pour la première fois depuis des jours, il se sentait vivant, vraiment vivant. La brume qui embrouillait son esprit s'était levée. La fatigue qui pesait sur ses membres avait disparu. Il pouvait penser clairement, à nouveau. « 3 jours !» répéta Marguerite en l'aidant à se relever. « Partez à l'aube. Ne revenez pas avant d'avoir tout ce qui est sur la liste. Et Monsieur Mercier, merci. » L'aube du lendemain trouva Édouard sur le quai de la gare, sa valise à la main, attendant le premier train pour Marseille. Le village de Sainte-Marguerite-des-Brumes était encore endormi, enveloppé dans sa brume matinale habituelle. Seul le père Augustin était debout, observant le départ du journaliste depuis le perron de son église. Leurs regards se croisèrent à travers la distance brumeuse. Le vieux prêtre fit un signe de croix dans sa direction, et Édouard ne sut pas si c'était une bénédiction ou un adieu. Le trajet jusqu'à Marseille fut long et troublant. Assis dans son compartiment, Édouard regardait défiler le paysage automnal de la France méridionale. Pour la première fois depuis son arrivée au village, il pouvait réfléchir librement, sans l'influence du thé empoisonné. Et ce qu'il comprenait maintenant le glaçait jusqu'aux os. Les sœurs Delmas n'étaient pas des monstres par choix. Elles étaient des victimes, transformées par l'amour obsessionnel d'un père qui refusait de les voir vieillir et mourir. Le docteur Delmas avait cherché à conquérir la mort elle-même, et il avait réussi. Mais le prix de cette victoire était une malédiction pire que la mort, une vie éternelle nourrie par le meurtre. À Marseille, ville portuaire grouillante de vie et de commerce, Édouard se mit à la recherche des ingrédients inscrits sur la liste. Certains étaient faciles à trouver dans les herboristeries du Vieux-Port. De la belladone séchée, de la racine de mandragore, de l'huile de ricin pure. D'autres nécessitèrent des recherches plus poussées. Pour l'argent pur, il dut se rendre chez un orfèvre qui le regarda avec suspicion quand il demanda des lingots non travaillés. « C'est pour des expériences photographiques », mentit Édouard. Le vieil artisan hocha la tête, peu convaincu, mais prêt à vendre. La terre de cimetière consacrée posa plus de problèmes. Édouard dut attendre la nuit tombée pour se glisser dans le cimetière Saint-Pierre, une pelle cachée sous son manteau. Sous la lumière blafarde de la lune, il creusa près d'une tombe ancienne, se sentant comme un profanateur, mais il pensa aux sœurs Delmas, prisonnières de leur beauté maudite, et continua. Le dernier ingrédient était le plus étrange. Du sang d'un homme, mort et ressuscité. Édouard mit longtemps à comprendre ce que cela signifiait. C'était lui qui avait été empoisonné
presque transformé en nourriture pour les roses, puis sauvé par l'antidote. Il était en un sens mort et revenu à la vie. Dans sa chambre d'hôtel minable du quartier du Panier, Édouard se fit une entaille à la paume avec un couteau stérilisé. Il laissa le sang couler goutte à goutte dans un petit flacon de verre. Chaque goutte était une promesse, un serment silencieux qu'il avait fait aux 4 sœurs. Durant ces 3 jours, Édouard dormit peu. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars, où il voyait les visages des 8 hommes disparus. Il le regardait avec des yeux vides, leurs bouches ouvertes sur des cris silencieux. Et derrière eux, les 4 sœurs, belles et terribles, leurs marques en forme de rose palpitant sur leur peau pâle. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, se demandant s'il faisait la bonne chose. Était-il juste de les aider à mourir? N'y avait-il pas une autre solution? Mais il savait que non. Le docteur Delmas avait créé une chose qui ne devrait pas exister, une perversion de la nature elle-même, et cette chose devait être défaite. Le 3e jour, Édouard prit le train du retour vers Sainte-Marguerite-des-Brumes. Sa valise était lourde des ingrédients qu'il avait rassemblés, chacun enveloppé soigneusement dans du papier et de la toile. Dans sa poche intérieure, contre son cœur, il portait le carnet du docteur Delmas que les sœurs lui avaient reconfié. Les instructions pour la fin de leur malédiction y étaient écrites d'une main tremblante, dans les derniers jours de la vie du médecin maudit. Le village apparut dans le crépuscule, exactement comme lors de son premier arrivée 1 mois auparavant. Mais maintenant, Édouard voyait au-delà des apparences pittoresques. Il voyait les maisons fermées, les villageois qui se hâtaient de rentrer chez eux avant la nuit, les regards furtifs vers la villa sur la colline. Cette fois, il ne s'arrêta pas à l'auberge. Il monta directement le chemin pavé vers la villa Delmas. Les corbeaux dans les arbres le suivirent de leurs cris rauques, comme s'ils connaissaient la raison de son retour. Le jardin était dans un état étrange. Les roses continuaient de fleurir, mais elles semblaient malades, leurs pétales tachetés de noir, leurs tiges tordues de façon peu naturelle. L'air sentait la décomposition sous le parfum sucré des fleurs. Aurore l'attendait sur le perron, vêtue d'une simple robe blanche qui contrastait avec l'obscurité grandissante. Dans la lumière mourante du jour, elle paraissait presque transparente, comme si elle commençait déjà à s'effacer. « Vous êtes revenu, » dit-elle simplement. « J'ai promis. » Elle sourit tristement et lui prit la main. Sa peau était encore plus froide qu'avant, comme de la glace. « Mes sœurs vous attendent. Tout est prêt. » À l'intérieur, les 3 autres sœurs étaient rassemblées dans le salon. Elles avaient toutes revêtu des robes blanches identiques, leurs cheveux défaits tombant sur leurs épaules. Elles ressemblaient à des fantômes, à des anges déchus, à des mariés attendant un mariage avec la mort. « Vous avez tout ?» demanda Marguerite, sa voix dénuée de peur. Édouard ouvrit sa valise et disposa les ingrédients sur la table basse. Chaque objet fut examiné avec soin par Céleste, qui vérifiait dans le carnet de son père. Elle hocha la tête après chaque vérification. « C'est complet, » dit-elle finalement. « Nous pouvons commencer. »« Expliquez-moi ce que je dois faire, » dit Édouard, essayant de garder sa voix ferme malgré la gravité du moment. Marguerite ouvrit le carnet à une page marquée d'un ruban noir. Le rituel doit se faire dans le jardin, au centre des 8 monticules où reposent les hommes disparus. Nous devons créer un cercle avec l'argent pur, puis brûler les herbes dans un brasier alimenté par la terre du cimetière. Le sang, votre sang, doit être versé sur nos marques pour briser le lien entre nous et les roses. « Et ensuite ?» demanda Édouard, même s'il connaissait déjà la réponse. « Ensuite, dit doucement Violette, nous mourrons. Enfin, nos corps se décomposeront en quelques heures, rattrapant tout le temps volé. Les roses mourront avec nous, et les âmes des 8 hommes seront libérées. » Aurore ajouta, « Notre père a écrit que ce doit être fait pendant une nuit sans lune, quand les ténèbres sont complètes. Cette nuit est parfaite. » Ils sortirent dans le jardin, alors que les dernières lueurs du jour s'éteignaient à l'horizon. Le ciel était d'un noir d'encre, sans étoiles visibles à travers les nuages bas. Le silence était absolu, même les insectes nocturnes semblaient avoir fui cet endroit. Au centre du jardin, là où les 8 monticules formèrent leur constellation macabre, les sœurs avaient déjà préparé un brasier de bois mort. Édouard versa la terre de cimetière sur le bois, créant un cercle parfait autour de la structure. Puis il déroula un fil d'argent pur, le disposant en un cercle plus large qui englobait tout. Les 4 sœurs entrèrent dans le cercle et s'agenouillèrent face au brasier. Elles se tenaient par la main, formant leur propre cercle à l'intérieur du plus grand. Leurs robes blanches brillaient faiblement dans l'obscurité, comme si elles émettaient leur propre lumière fantomatique.
Maintenant, dit Marguerite, allumez le feu et brûlez les herbes. Édouard craqua une allumette. La flamme sembla hésiter un instant, comme si elle aussi comprenait l'importance de ce moment. Puis elle s'élança, embrasant le bois et la terre consacrée. Une fumée noire s'éleva, épaisse et âcre. Il jeta les herbes une à une dans les flammes, selon l'ordre prescrit dans le carnet. La belladone crépita, projetant des étincelles vertes. La mandragore siffla comme un serpent. L'huile de ricin fit rugir le feu, les flammes s'élevant vers le ciel noir. Et puis il y eut les chants. Les 4 sœurs commencèrent à chanter. Un air ancien qu'Édouard ne reconnaissait pas. Ce n'était pas du français, peut-être du latin, ou quelque chose de plus vieux encore. Leurs voix s'entremêlaient en une harmonie étrange et belle, résonnant dans le jardin comme un requiem. Le feu prenait des couleurs impossibles, bleu électrique, violet profond, rouge sang. La fumée se tordait et se contorsionnait, formant des formes qui ressemblaient presque à des visages, à des silhouettes humaines. « Maintenant !» cria Marguerite par-dessus le rugissement du feu et le chant. « Le sang !» Édouard sortit le petit flacon de sa poche. Ses mains tremblaient si fort qu'il faillit le laisser tomber. Il entra dans le cercle d'argent, sentant immédiatement une résistance, comme si l'air lui-même était devenu épais et visqueux. Il s'agenouilla devant Marguerite en premier. Elle défit le col de sa robe, révélant la marque noire sur sa poitrine. La rose bougeait maintenant frénétiquement, comme un cœur battant à toute vitesse. Édouard versa quelques gouttes de son sang sur la marque. L'effet fut immédiat et terrible. Marguerite hurla, un cri si déchirant qu'Édouard faillit lâcher le flacon. La marque sur sa peau se mit à brûler, littéralement, fumant et grésillant comme de la chair sur un fer chauffé au rouge. Mais elle ne recula pas. Elle serra les dents, les larmes coulant sur ses joues, et maintint sa position. « Continuez !» cria-t-elle. « Ne vous arrêtez pas !» Édouard passa à Céleste, puis à Violette, puis à Aurore. Chaque fois, le même hurlement de douleur, la même odeur de chair brûlée, les mêmes marques qui fumaient et noircissaient. Le jardin entier semblait réagir. Les roses se mirent à se faner à une vitesse visible, leurs pétales tombant comme une pluie rouge et noire. Les tiges se tordirent, se desséchèrent, se transformèrent en cendres. Le feu dans le brasier rugit encore plus fort, les flammes atteignant maintenant plusieurs mètres de hauteur. Dans la fumée tourbillonnante, Édouard voyait distinctement maintenant des visages, 8 visages d'hommes. Ils regardèrent les sœurs avec des expressions complexes, colère, pitié, compréhension, et finalement, pardon. Le sol sous les pieds d'Édouard commença à trembler. Les 8 monticules s'affaissèrent, comme si quelque chose en dessous était aspiré vers le bas. Des racines mortes émergèrent de la terre, noires et pourries, se tordant dans l'air avant de se désintégrer en poussière. Les sœurs continuaient de chanter, leur voix maintenant plus faible, brisée par la douleur. Leur corps commençait à changer, leur peau parfaite se ridait, se flétrissait, leurs cheveux magnifiques perdaient leur lustre, des mèches blanches apparaissant. C'était comme regarder des décennies s'écraser sur elles en quelques minutes, mais sur leurs visages, malgré la souffrance, il y avait de la paix. Pour la première fois depuis qu'il les connaissait, Édouard voyait leurs véritables émotions. Le soulagement, la gratitude, l'espoir d'une fin enfin venue. « Merci », murmura Aurore, sa voix devenue rauque. Elle lui prit la main, sa peau maintenant chaude, vivante, mortelle. « Merci de nous avoir libérés. » Le feu atteignit son paroxysme, puis s'éteignit d'un coup, plongeant le jardin dans une obscurité totale. Pendant un moment, il n'y eut que le silence. Un silence si profond qu'Édouard pouvait entendre les battements de son propre cœur. Puis, lentement, une lumière commença à poindre. Pas l'aube, il était encore trop tôt. C'était une autre lumière, douce et argentée, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Dans cette lumière, Édouard vit les 8 silhouettes qu'il avait aperçues dans la fumée. Elles étaient plus claires maintenant, plus définies. C'étaient des hommes de différents âges, vêtus de costumes de différentes époques. Ils se tenaient autour du cercle, regardant les 4 sœurs avec des expressions sereines. L'un d'eux, un jeune homme aux cheveux blonds, qui devait être Thomas, le peintre de Lyon, s'avança et posa une main translucide sur l'épaule de Marguerite. « Nous comprenons, » dit-il, sa voix comme un murmure de vent. « Nous savons que ce n'était pas votre choix. Vous étiez autant victimes que nous. » Les autres hommes hochèrent la tête. Un à un, ils s'approchèrent des sœurs, offrant des gestes de pardon, une main sur une épaule, un signe de tête, un sourire triste. C'était un moment de grâce au milieu de l'horreur,
une rédemption qu'Édouard n'aurait jamais cru possible. Puis les silhouettes commencèrent à s'estomper, se dissolvant dans la lumière argentée. Elles montaient vers le ciel noir, devenant de plus en plus transparentes jusqu'à disparaître complètement. Les âmes des 8 hommes étaient enfin libres. Les sœurs Delmas s'effondrèrent doucement sur le sol. Édouard se précipita vers elles, les soutenant de son mieux. Elles étaient maintenant méconnaissables. Leurs visages étaient ridés, leurs cheveux blancs, leur corps frêle et cassé. Elles ressemblaient à des femmes de 80 ans, ce qu'elles auraient dû être naturellement après toutes ces années volées. « Est-ce que ça fait mal ?» demanda Édouard, sa voix brisée par l'émotion. Marguerite sourit, révélant des dents gâtées. « Non, pour la première fois depuis si longtemps, je ne ressens aucune douleur, juste de la fatigue. »« Une bonne fatigue. Nous allons pouvoir dormir, » murmura Céleste, ses yeux verts maintenant pâles et laiteux. Enfin, dormir sans cauchemar. Violette toussa, une toux sèche et rauque. « Promettez-nous. Promettez-nous que vous raconterez notre histoire. Pas pour nous excuser, mais pour avertir, pour que personne ne cherche jamais ce que notre père a trouvé. »« Je promets, » dit Édouard, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je raconterai tout. La beauté, la malédiction, le prix terrible de l'immortalité. » Aurore leva une main tremblante vers son visage, effleurant sa joue. « Vous êtes un homme bon, Édouard Mercier. Vous nous avez offert ce que personne d'autre ne pouvait, la liberté. » Le ciel à l'est commençait à pâlir. L'aube approchait, la première aube depuis des décennies que les sœurs Delmas verraient de leurs yeux mortels. Elles se serrèrent les unes contre les autres, formant un dernier cercle, leurs mains fripées entrelacées. Édouard les regarda, ces 4 femmes qui avaient été les plus belles du monde et qui maintenant ressemblaient à n'importe quelle vieille dame. Mais dans cette transformation, il voyait une beauté différente, plus profonde, la beauté de l'humanité retrouvée, de la mortalité acceptée, de la paix enfin trouvée. « Regardez » murmura Marguerite, alors que les premiers rayons du soleil touchaient le jardin dévasté. L'aube, la dernière aube. La lumière dorée du matin balaya le jardin, révélant l'étendue de la destruction. Les roses étaient toutes mortes, réduites à des tiges noires et desséchées. Les 8 monticules s'étaient complètement affaissés, ne laissant que des dépressions dans la terre. Même la villa derrière eux semblait diminuer, moins imposante, comme si elle aussi avait perdu quelque chose d'essentiel. Les 4 sœurs fermèrent les yeux ensemble, comme si elles avaient répété ce moment. Leurs respirations se synchronisèrent, ralentirent, s'espacèrent. Édouard les tenait toutes, ne sachant comment offrir un confort dans un tel moment. « Merci » murmurèrent-elles à l'unisson, si doucement qu'il douta presque de l'avoir entendu. Puis elles furent immobiles. Les sœurs Delmas étaient mortes, enfin véritablement mortes. Non pas consumées pour nourrir des roses maudites, non pas figées dans une beauté éternelle et artificielle, mais parties paisiblement, naturellement, comme tout être vivant devrait partir. Édouard resta agenouillé près d'elle pendant longtemps, regardant le soleil se lever complètement sur Sainte-Marguerite des Brumes. Il pleura pour elle, pour les 8 hommes, pour le docteur Delmas dont l'amour obsessionnel avait créé tant de souffrances. Il pleura pour toute la tragédie de cette histoire, mais il pleura aussi de soulagement, car c'était fini, la malédiction était brisée, les âmes étaient libres. Finalement, il se leva sur ses jambes tremblantes, il devait descendre au village, informer les autorités, organiser des funérailles décentes pour les sœurs. Il devait commencer à écrire l'histoire qu'il avait promis de raconter. Alors qu'il descendait le chemin vers le village, il se retourna une dernière fois. La villa Delmas se dressait contre le ciel matinal. Mais quelque chose avait changé. Les volets paraissaient plus fermés, les murs plus gris. Le jardin était maintenant juste un jardin abandonné, sans rien de surnaturel ou de terrifiant. C'était simplement une vieille maison où une tragédie s'était produite et où elle s'était finalement terminée. 3 mois plus tard, Édouard Mercier publia dans le Figaro une série d'articles intitulés « La malédiction de beauté, l'histoire vraie des sœurs Delmas ». L'histoire fit sensation dans tout Paris, divisant l'opinion entre ceux qui la croyaient vraie et ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'une œuvre de fiction macabre. La villa Delmas fut